Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le 5 septembre 2023 marque les 2 années du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, à la tête de la République de Guinée. Ces militaires au pouvoir avaient renversé en 2021 le président Alpha Condé, réélu à l'issue d'une présidentielle très controversée. 2 ans après, si les souteneurs du CNRD parlent d'un bilan qui donne espoir, d'autres observateurs ont des craintes quant aux lenteurs notées dans les réformes pour l'organisation des élections. Quel bilan des 2 ans de gestion du colonel Mamadi Doumbouya et de son équipe? Où en sont les actes attendus pour un retour à l'ordre constitutionnel? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, un regain de tension est noté entre la France et le Niger sur la question du retrait des forces françaises du Niger. Les militaires au pouvoir ont retiré l'accréditation de l'ambassadeur français au Niger et réclament son départ du pays. Ils accusent aussi les autorités françaises de préparer une agression contre le Niger en déployant des forces dans plusieurs États ouest africains. De son côté, la France dément préparer une intervention militaire au Niger avec la CEDEAO. Selon Emmanuel Macron, son pays ne reconnaît pas la légitimité des autorités militaires actuelles et ne négociera pas le départ de ses troupes, qu'avec le président Bazoum. Jusqu'où ira ce bras de fer entre le Niger et la France? Quelle issue aux tensions entre Niamey et Paris? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Momodou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci et merci également à notre confrère, M. Ibrahima Kamara. Aussi un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et spécialisé en sciences politiques et relations internationales. Merci d'être là avec nous. Merci Daouda. Tout le plaisir est pour moi et c'est un plaisir aussi de partager le plateau avec mon grand frère Thior. Et j'en reviens d'ailleurs à lui. Thior, quel bilan tirez-vous aujourd'hui des 2 ans passés à la tête du pays, les 2 ans du CNRD à la tête de la République de Guinée? Oui, il faut dire que le bilan est teinté de déception parce que, vous savez, quand Mamadi Doumbouya prenait le pouvoir, c'était un immense espoir parce que cette histoire de 3e mandat de Alpha Condé sur fond de beaucoup de tueries, plus de 100 personnes qui ont été tuées, et il a forcé pour avoir son 3e mandat. Donc forcément, son coup d'État était populaire. Et là, quand il y a un coup d'État, les gens, tout de suite, c'est une histoire de transition. 2 ans de transition, je pense que c'est largement suffisant. Mais vous voyez même qu'en termes de réforme, vraiment, c'est à pas de caméléon. Mais les 2 ans les concernant, c'était à compter du 1er janvier 2023. Oui, mais on ne peut pas compter du 1er janvier 2023. Ils ont pris le pouvoir en septembre 2021. Donc il faut compter à partir de la prise du pouvoir. Faut pas jouer avec, et c'est là où c'est dangereux. C'est comme si les gens ils veulent jouer avec le temps et c'est pas bien. Je pense que on peut être efficace, même une transition comme ça s'est fait au Niger à 2 reprises, à la fin des années 2000 avec Daouda Malam Wanké et en 2011 avec le Salou Djibo, mais c'était des transitions de 18 mois. 18 mois, c'est suffisant pour remettre les choses en marche parce que ce n'était pas trop de réformes. Si on a la volonté, mais il faut s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, vous visitez Conakry, il y a des portraits de Mamadi Doumbouya qui pullulent dans la ville. Et ce n'est pas bien. Ils sont en train de lui mettre en tête d'être un autre Moussa Dadis Camara. Parce que ce qui est dangereux, c'est de lui dire « vous êtes le meilleur », alors que lui, il est là pour un laps de temps. Je pense que c'est là où il faut recadrer les choses. Et vous voyez aussi, les principaux opposants sont exilés parce qu'ils sont traqués par cette cour qui a été mise en place. La CRIEF. Il faut vraiment qu'on revienne à cet immense espoir qui a été déclenché à la suite de ce coup d'État-là, remettre les choses à plat et surtout faire les réformes
organiser les différents scrutins et que les militaires retournent dans les casernes. Et par rapport à vos craintes, à plusieurs reprises, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, a rappelé en tout cas qu'il comptait respecter cette charte de la transition et n'allait pas se présenter en tout cas à l'issue de cette transition, encore moins aujourd'hui, les membres de son gouvernement ou de cette équipe aujourd'hui qui compose le CNRD. Et Ibrahima Kamara, sur le plan des infrastructures, plus de 2200 km de routes ont été réalisés en deux ans, c'est-à-dire sous cette transition, ce qui améliore aujourd'hui les infrastructures routières. Des indicateurs également économiques sont aussi au vert avec cette stabilisation notée aujourd'hui du franc guinéen. D'autres infrastructures socio-éducatives et autres ont aussi vu le jour, ce qui suscite autant pour moi l'espoir chez certains Guinéens. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur ces réalisations, sur le plan des infrastructures bien sûr? Vous savez que l'État c'est la continuité, Daouda. En un laps de temps, je veux dire depuis l'arrivée de Doumbouya, il y a de cela quand même 2 ans, je ne pense pas qu'il puisse mettre en place un programme et trouver les financements qu'il faut et réaliser tout ce que vous venez de citer. Donc il y avait d'abord un gouvernement qui était sur place, même s'il était contesté, à savoir Alpha Condé. Et il avait commencé quand même un travail. Il avait commencé à construire beaucoup d'infrastructures en Guinée, notamment surtout à Conakry. Et si ces chantiers ont été continués même après son départ, c'est tant mieux pour la Guinée. Mais là, ce qui est constaté, c'est que de plus en plus, ces chantiers sortent également de la Guinée et vont en tout cas à l'intérieur du pays. La plupart des chantiers étaient notés à Conakry et ses environs, mais là, de plus en plus, ce sont des chantiers à l'intérieur du pays. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est la continuité, c'est tout à fait normal. Mais force est de constater aussi que les populations trinquent quand même, parce que le coût de la vie a subitement connu une hausse incommensurable et les Guinéens actuellement souffrent, parce qu'il est difficile vraiment de vivre excusez-moi, en Guinée avec le peu de moyens. Parce que nous avons constaté aussi que la vie coûte très très cher, excessivement cher à Conakry, et les Guinéens ne cessent de pleurnicher sur cet aspect-là. Donc ce sont autant d'aspects, et la déception, comme le disait Thior tout à l'heure, est venue s'ajouter à ce lot de conditions de vie qui ne dit pas son nom. Et Doumbouya, qui malheureusement jusqu'à présent souffre quand même d'une crise de confiance, si je peux le dire ainsi, puisqu'il y a un problème de confiance entre les différents acteurs en Guinée. Et ceci s'est manifesté lors des 2 ans de la junte au pouvoir. Voilà. Et avant qu'on en arrive même à ces questions de droits humains, de crise de confiance entre les différents acteurs aujourd'hui de la scène politique, restons sur un autre point, à savoir la justice. On a vu aussi l'instauration aujourd'hui de la CRIEF, dont parlait tout à l'heure Thior, la Cour de répression des infractions économiques et financières, et des dossiers également ouverts pour aujourd'hui des gens, en tout cas de l'ancien régime, qui ont été mis en prison, qui ont des informations judiciaires ouvertes pour des cas de fraude, de détournement de deniers publics et autres, et des réformes également entamées par le ministre de la Justice, Wright. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous, ou bien quelle appréciation faites-vous de ces réformes, ou bien de toutes ces actions posées sur le plan judiciaire? Je pense qu'il veut gagner du temps, à mon avis. Il veut gagner du temps, passer le plus longtemps possible au pouvoir, afin de mieux préparer quand même sa sortie, parce que la transition quand même est bien définie. Ils ont fixé, je pense, jusqu'en fin 2024 pour qu'une élection libre et transparente soit organisée. Mais le fond du problème, comme vous le dites, si l'opposition n'est pas en mesure de s'exprimer librement, n'est pas en mesure de s'organiser à Conakry et de mener à bien son rôle d'opposition, ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a même des leaders qui sont en exil à l'heure actuelle. Et donc tout ceci pose problème. Je crois que Doumbouya a du pain sur la planche, et les actes qu'il est en train de poser, à mon avis, c'est pour gagner du temps. Et plus qu'il dure au pouvoir, plus il gagne, il y a de l'appétit
pour rester au pouvoir malheureusement. Et ça, les Guinéens ne vont pas l'accepter, je ne pense pas. Tu as du temps, est-ce qu'il en a aujourd'hui? Si l'on sait qu'une bonne partie, en tout cas, de cette transition aujourd'hui est écoulée, même s'il y a des actes posés sur le plan des infrastructures, de la justice et tout, est-ce qu'il y a aujourd'hui du temps à gagner pour le CNRD ou bien pour ces autorités de transition? Non, en fait, le temps joue en leur défaveur parce que, vous savez, les gens ont beau les avoir accueillis triomphalement, compte tenu de ce qui s'est passé du temps de Alpha Condé, en certains moments, les gens seront exacerbés. Regardez les 2 ans là, on va y revenir, mais la répression qui ne s'expliquait pas. Vous empêchez aux opposants, au régime en place, de s'exprimer, et pendant ce temps-là, vous autorisez un concert qui a été d'ailleurs sous la pluie. Donc je pense que ça aussi, dans d'un pays qui se définit comme une démocratie, c'est inacceptable. Vous avez vu, nous sommes de la presse, le ministre en charge de la communication, il a fallu une mobilisation de nos consoeurs et confrères guinéens pour le faire reculer, parce qu'ils voulaient mettre au pas un peu la presse guinéenne. Heureusement que d'ailleurs, ils ont été très soudés et ils ont réussi à le faire reculer, à le remettre à sa place. Ils ont même réussi à organiser une journée sans presse qui a même été soutenue par les médias publics. Et largement suivi d'ailleurs. Largement suivi, parce que souvent dans nos pays, les médias publics sont réticents à s'associer à ce genre d'initiative, mais là-bas, même les médias publics étaient de la partie. Ça vous montre un peu le désaveu pour le régime en place, notamment le ministre en charge du secteur de la communication. Il faut donc que le CNRD garde à l'esprit que le temps lui est compté. Donc je pense que même fin 2024, c'est trop loin. Il faut accélérer les choses et vraiment faire les réformes à voter, les adopter et à organiser les élections, passer la main à un régime civil, comme c'est attendu à l'issue des coups d'État. Et dans son rapport de janvier 2023 sur la Guinée, le Fonds monétaire international affirme qu'en matière de gouvernance, les autorités aujourd'hui de la transition ont entrepris des étapes significatives pour combattre la corruption. Et afin de pérenniser aujourd'hui cet effort-là, plusieurs actions sont nécessaires. Il s'agit d'abord de permettre à la CRIEF de rendre son verdict sur au moins la moitié des cas avant la fin de cette transition-là. Et puis aussi absolument de mettre en œuvre la réforme proposée par le ministre de la Justice, au plus tard, une réforme qui a été proposée en mai 2023 bien sûr, et de le mettre également en compte, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette réforme proposée par le ministre de la Justice avant la fin aussi de cette transition. Que pensez-vous aujourd'hui? Pensez-vous que ces recommandations du Fonds monétaire du FMI peuvent être en tout cas réalisées d'ici la fin de cette transition, à savoir d'ici fin en tout cas 2024 et début 2025? Non, en réalité, malgré les critiques faites à la CRIEF, quand même, ça permet de lutter contre cette corruption qui avait atteint un niveau jamais égalé. Vous voyez, Kassori Fofana, qui était le dernier Premier ministre, qui est inquiété dans ce cadre-là, et d'autres d'anciens barons du régime d'Alpha Condé. Parce qu'aussi, il ne faut pas que nos acteurs politiques, que le fait d'être au pouvoir... Également l'ancien homme de confiance de Condé Diané. Voilà, tous ces gens-là, tous les caciques de l'ancien régime, sont inquiétés par cette cour. Ils devront justifier un peu leur fortune démesurée dans un pays où la pauvreté est galopante. Ibrahima le disait tout à l'heure. Vous voyez, prenez le franc guinéen quand même, parce qu'ils ont leur monnaie locale. Aujourd'hui, même s'il y a des efforts en termes de valeur, mais ça reste quand même ce qu'est cette monnaie-là. Quand vous visitez la Guinée, vous voyez un peu la valeur de l'argent. Des fois, vous êtes effaré par rapport à ce que vous pouvez acheter avec une certaine somme. Donc je pense que, bon, moi je me pose toujours la question au plan économique, parce qu'on parle de FMI, je dis toujours, ce serait quand même bien que la République de Guinée puisse retrouver le franc CFA, ou bien un franc créé par les Africains comme l'ECO, au lieu de s'isoler à travers une monnaie nationale. Oui, il y a beaucoup de possibilités, mais quand on voit un peu la valeur de la monnaie guinéenne, ça pose problème.
Et Ibrahim, quelques jours après son avènement au pouvoir, le CNRD avait déroulé ses priorités et ses engagements dans le cadre de la période de cette transition-là. Ces priorités du CNRD étaient au nombre de 5, à savoir la refondation de l'État, le redressement, le rassemblement, le repositionnement, la rectification institutionnelle et le retour à l'ordre constitutionnel. Selon vous, où en sont aujourd'hui les autorités de la transition quant à ces 5 priorités qui avaient été définies au début aujourd'hui de cette transition-là? Nous constatons au contraire une chasse aux sorcières au lieu du rétablissement d'un état de droit en Guinée, puisque, je le disais tantôt, il y a une crise de confiance entre les différents acteurs politiques et même entre la société civile et la junte qui est actuellement en place. Et certes, quand on se remémore un peu du discours de Doumbia, quand il venait de prendre le pouvoir, ce sont les premiers mots qu'il avait prononcés: le rétablissement d'un état de droit, lutter contre la corruption, l'injustice entre autres. Mais quand on fait le constat, on se rend compte malheureusement qu'il n'y a aucune avancée notoire qui a été faite, en tout cas pour que les Guinéens puissent se sentir réellement... Mais Ibrahim, peut-on aujourd'hui restaurer l'état de droit, lutter contre la corruption sans forcément passer par cette case justice-là? C'est-à-dire que ceux qui avaient mal géré les deniers du pays et autres rendent compte. Ça ressemble plutôt à une chasse aux sorcières, Daouda, puisque à un moment donné, j'ai entendu Cellou Dalein Diallo qui disait que lui, il n'avait pas géré le ministère des transports aériens. Ça concernait la vente, la liquidation l'avion, la compagnie, voilà, la compagnie aérienne. Et donc, vous voyez qu'il y a un méli-mélo dans tout ça pour démêler le vrai du faux, et que ces opposants n'étaient pas quand même au premier plan. Quand c'est Cellou Dalein Diallo, tout le monde le connaît, c'est vraiment un leader incontestable en Guinée, et vu que... Il était d'ailleurs principal opposant au régime d'Alpha Condé. Au régime de Condé. Et donc, si la justice commence par les leaders politiques, ça pose un problème d'éthique. La justice, ça donne à un jeu qui n'est pas très très clair. Bon, certes, la justice doit être impartiale. Ça, on n'en disconvient pas. Mais quand même, l'opposition doit avoir une marge de manœuvre, et aussi, il faut qu'on leur accorde aussi le bénéfice du doute. Donc, cet aspect quand même, la junte en place a raté le coche dès le début. Et pourquoi je parle de chasse aux sorcières? Parce qu'on s'est rendu compte que tout de suite, leurs biens, même mobilier et immobilier, ont été confisqués. Certains ont été chassés de chez eux d'une manière vraiment très choquante. Une maison de Cellou Dalein Diallo avait été démolie, à la place d'une école reconstruite. Justement. Et donc, quelque temps après, on se retrouve encore dans un autre épisode qui marque l'histoire de la Guinée, à savoir le procès d'Addis Camara et compagnie, donc qui avait le procès des événements du 28 septembre 2009. Voilà, qui a été médiatisé, plongé la Guinée dans une attention très particulière, et on avait l'impression que la junte avait compris qu'il fallait créer un événement pour détourner les attentions et créer une sorte d'accalmie, voilà, pour mieux gagner du temps. Et ce procès-là est loin de connaître son épilogue. On se pose encore des questions. Je rappelle que comme pour ce procès, comme aujourd'hui pour ceux-là qui sont poursuivis devant la CRIEF, voilà, jusque-là, en tout cas, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Voilà, parlant de ce procès-là toujours, des observateurs avertis ont quand même pointé du doigt l'organisation de ce procès, c'est-à-dire le fond de ce procès, parce qu'un tel massacre quand même ne peut pas être jugé à la hâte comme ça. Il y a des questions de fond qu'il fallait régler, des enquêtes qu'il fallait mener, approfondies même. Malheureusement, ça plombe vraiment la justice guinéenne, à mon avis, et sa médiatisation a mis à nu beaucoup de carences de la justice guinéenne. Et je rappelle aussi que c'est l'ancien procureur de la République qui est actuellement le ministre en charge de la justice en Guinée, le ministre Charles Wright, qui est en charge de la justice sous le gouvernement de transition. Thior, depuis tout à l'heure, vous parliez de la question des droits humains, nous en venons d'ailleurs. Il est noté aujourd'hui que des leaders sociopolitiques sont empêchés de sortir pour aller se soigner aujourd'hui à l'étranger. D'autres sont contraints à l'exil, comme c'est le cas de Cellou Dalein Diallo. Les libertés publiques et les droits de manifestation également
sont restreints. Est-ce que cela aujourd'hui ne contraste pas avec les engagements des autorités de la transition de protéger les droits des libertés? Je rappelle déjà que dans la charte de la transition, le CNRD avait clairement écrit que rien ne pouvait justifier l'interdiction ou la restriction de l'expression des libertés publiques. Oui, c'est là tout le paradoxe de ce régime militaire, parce que il est arrivé un peu pour changer les choses et on retombe dans les mêmes travers. Qu'est-ce que les Guinéens n'ont pas vécu dans leur chair? Des manifestations réprimées dans le sang pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Donc quand Doumbia a pris le pouvoir, les gens étaient soulagés, à la limite de se débarrasser d'un tel régime. Mais 2 ans après, c'est les mêmes choses. Des jeunes qui sont tués pour des manifestations que les gens ne peuvent même pas tenir. Vous ne pouvez même pas, le régime ne peut même pas autoriser des manifestations. Quand même, c'est extrêmement grave. Ils ont assez de force. Le FNDC d'ailleurs qui avait prévu des manifestations le 5 septembre 2023, c'est-à-dire le 5 septembre dernier, ont annoncé qu'à la veille, à savoir le 4 septembre, des jeunes avaient été tués aujourd'hui par des forces de défense et de sécurité et d'autres et ça devient quand même récurrent, ces jeunes qui sont tués. Et vous avez vu le FNDC qui a été dissous par ce régime-là. Donc, ils ont une manière cavalière quand même de faire. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est un régime transitoire, qu'ils jouent carte sur table et essayer de ne pas retomber dans les mêmes travers que le régime de Condé. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, les Guinéens vont de plus en plus être exaspérés et ça, ils vont déverser le trop plein de colère dans la rue, quoi que ça coûte. Et c'est là où c'est dangereux. Il faut que le régime de Mahamadou Doumbouya revienne à la raison et puisse permettre aux Guinéens de dire qu'ils sont contre, parce que aussi c'est ça, l'unanimité n'est pas de ce monde. Plus on dit au pouvoir, plus on se fait de l'inimité, et ça il faut faire avec. Et plus on risque aussi de faire face à l'usure du pouvoir. Et Thior, il y a aussi un autre point, pour un retour à l'ordre constitutionnel, il est également attendu l'adoption d'une nouvelle constitution guinéenne, également la refonte du fichier électoral et d'autres points comme même les questions de décentralisation, une décentralisation un peu plus aboutie dans le pays pour arriver à cette organisation effective d'une élection et un retour des civils au pouvoir. Aujourd'hui, ne voyez-vous pas ou bien ne pensez-vous pas que le CNRD semble traîner des pieds sur ces points sur lesquels ils sont vraiment attendus? Et c'est des points qui sont d'une urgence telle que ça ne peut pas attendre. Et je pense qu'en 2 ans, ces points-là auraient pu être évacués si tant est qu'il y avait la volonté d'aller vite. Parce que bon, une constitution, elle est quand même sérieuse, mais même une constitution que vous voulez la plus consensuelle possible, mais au bout d'1 an de processus, les choses doivent pouvoir se faire, parce que c'est une question d'assembler des juristes et d'avoir les inputs des différents Guinéens qui sont intéressés par la question et essayer d'avoir la constitution la meilleure possible, parce qu'ils ont une base de travail. La constitution d'Alpha Condé, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché? Vous prenez ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché, vous essayez de corriger et c'est vite fait. Mais malheureusement, ce qu'on voit avec Doumbia, c'est gagner du temps. Et ce que je disais tout à l'heure, on voit de plus en plus ces affiches à travers Conakry, et ça, c'est pas très bon signe. C'était le même cas avec Moussa Dadis Camara. On a vu les résultats que ça a eu avec ce massacre au stade. J'ose espérer qu'on ne va pas en arriver là, parce qu'aussi le régime est en train de se braquer. Et quand un régime se braque, on ne sait pas, surtout un régime militaire, on ne sait pas où ça peut mener. Et ce régime militaire-là, Ibrahima Kamara, les autorités en tout cas qui la composent disent avoir besoin de 6 000 milliards de francs guinéens pour aller au bout de toutes ces réformes nécessaires afin d'arriver à un retour des civils au pouvoir. Cette somme sera-t-elle facile à mobiliser, 6 000 milliards aujourd'hui de francs guinéens? Je crois que même si cette somme est facile à mobiliser, ce qui est important, c'est-à-dire, je me souviens lorsque le colonel Doumbia prêtait serment, le président de la Cour suprême l'avait pourtant averti. Il disait en ces termes, ne vous laissez pas tenter par la tempête du culte de la personnalité. Ce qui est très important puisque... Ils sont bons parce que même en 2015, le même président de la Cour constitutionnelle qui est décédé avait dit ça à Alpha Condé. Alpha Condé, justement. Ouais. Au moins, ils prennent des responsabilités. Justement. Et on a l'impression que la Guinée ne manque pas de cadres, de ressources humaines qui sont capables de mettre en place une constitution digne et
qui quand même peut répondre aux aspirations des Guinéens. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a des personnes ressources telles que le général Sékouba Konaté, je crois, qui avait quand même réussi. Qui a été mis à la retraite d'ailleurs. Voilà. Les actuelles autorités de change. Justement. Mais les jeunes officiers qui sont venus après, on a l'impression qu'ils ont mis toutes ces personnalités-là sur le banc de touche, dans les oubliettes pour ne pas dire. Donc ce sont autant de ressources qu'ils pouvaient quand même solliciter afin de les aider à faciliter la transition. Malheureusement, il y a de cela quelques jours, non, quelques semaines, si je peux le dire ainsi, Doumbia voulait quand même organiser des assises. Et ces assises nationales, malheureusement, une bonne partie de la classe politique n'avait pas répondu présent. Là, il pouvait faire beaucoup d'efforts pour réussir d'abord cette mobilisation de toute la classe politique, mais aussi de tous les parties prenantes, afin qu'ils puissent partir sur de très bonnes bases, puisque il y a les forces vives qui demandait à ce que les termes de référence soient clairs avant qu'ils participent à ces assises. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. Et donc, il semble être dans une impasse en tout cas. Et même s'il y a de l'argent qui est mobilisé, je ne pense pas qu'ils pourront mettre en place une constitution qui sera acceptée par tous quand même. À l'unanimité. Je rappelle que pour la tenue de ces assises, le gouvernement de transition avait d'ailleurs fait appel à des femmes facilitatrices qui ont eu à rencontrer les différents acteurs de la scène politique, y compris les membres du FNDC, de l'ANAD et les autres acteurs en tout cas de cette scène politique guinéenne, pour les appeler à la table des négociations et venir faire part en tout cas de leurs revendications. Et le ministre, l'actuel ministre en tout cas de la transition, Gomo également, se dit toujours ouvert à toutes ces autorités-là, que ce soit de l'opposition comme de la société civile, que le gouvernement reste ouvert à dialoguer. En seconde partie de l'émission Le Débrief, il sera question de parler d'un autre pays de la région ouest africaine. Il s'agit du Niger, où les relations sont actuellement tendues entre les autorités de transition et la France. Ce sera la thématique en seconde partie de l'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Ibrahima Kamara, dites-nous d'abord quelle lecture faites-vous des rapports tendus entre la France et le Niger, et ce depuis le coup d'État de juillet dernier contre le président Bazoum? Alors, je crois qu'au-delà du Niger, la France est complètement en train de perdre la main en Afrique, notamment dans le Sahel. Pour les nombreux coups d'État, comme Macron le disait, le syndrome des coups d'État, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et nous sommes dans un impasse où, si rien n'est fait, entre Paris et Niamey, la situation risque de se dégrader. Beaucoup de diplomates sont sur le qui-vive. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que la diplomatie française est en train de vaciller, puisque l'échec est général et ça va en crescendo. Donc la France avait la latitude d'anticiper sur ces genres d'événements. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce putsch qui est arrivé au Niger, il met un pas en avant et deux pas en arrière. Tantôt, c'est pour faire du forcing, tantôt c'est pour négocier. On ne comprend pas trop la position de la France par rapport au Niger. Car lorsque le président Macron présidait le sommet des ambassadeurs français à Paris, il avait dit l'ambassadeur de France à Niamey ne va pas bouger d'un iota et qu'ils ne reconnaissent pas la junte. Donc, selon eux... L'ambassadeur Sylvain Ité. Voilà, Sylvain Ité. Selon eux, le président... Tchiani. Non, pas Tchiani. Bazoum est le président légitime du Niger, et qu'ils ont signé des accords de défense et de sécurité avec le Niger, donc ils ne vont pas bouger d'un iota. Mais sur ce point, restons un peu sur ce point, Ibrahima Kamara. Au Mali, c'est avec le président élu que des contrats ont été signés et d'autres traités également. Au Burkina, c'est pareil, et pourtant la France a quitté. Pourquoi le Niger doit faire exception par rapport à cela? Justement, et même au Tchad aussi. Le Tchad, ce qui est arrivé au Tchad, certains le considèrent comme un putsch. Au Tchad, ce qui est arrivé, c'était un coup d'État également. Mais c'est un coup d'État démocratique selon la France, un coup d'État qui vient à son heure. Il a été avancé surtout la situation dans le Sahel et également dans une partie du lac Tchad. Et aujourd'hui, la France s'immisce dans un État
un État souverain, et les militaires qui prennent le pouvoir ne sont pas du tout légitimes. On ne comprend pas cette position de la France qui, quand ça l'arrange, parce que tout simplement on connaît les enjeux, hein, on sait l'intérêt que la France a au Niger, donc tout le monde le sait, l'uranium et les nombreuses ressources que la France puise dans ce pays. Donc la France n'est pas du tout prête à quitter ce pays à cause de ces ressources qu'il est en train d'exploiter. Malheureusement pour eux, ce sont les populations qui semblent prendre le taureau par les cornes par eux-mêmes et qui affrontent la France et qui demandent frontalement à la France de dégager de chez eux. Et donc, je crois que c'est vraiment une patate très très chaude. Mais donc là, est-ce que l'idéal ne serait pas plus de dialoguer, c'est-à-dire de discuter entre les autorités, les actuelles autorités de la transition et ces autorités françaises-là? En réalité, les difficultés actuelles de Macron viennent du Tchad, son attitude au Tchad. Parce qu'au Tchad, il a imposé Mohamed Déby. Et les gens n'étaient pas d'accord. Donc, il impose là-bas Mohamed Déby, alors que c'est un putsch, même si Déby père était décédé. Et dans les autres pays, il veut faire la leçon. Et c'est ça où, en tant que VRP, il est un très mauvais VRP pour la diplomatie française. Et mais Thior, au Tchad par exemple, le président de l'Assemblée à qui le pouvoir revenait de droit n'en voulait pas également. Il avait fait une lettre pour faire savoir qu'il ne voulait pas être président. Oui, mais on sait comment ça se passe, c'est des pressions. Je fais une comparaison. Actuellement, l'actualité, c'est Madagascar. C'est la même chose. Le président Radjoël a démissionné et le président du Sénat qui devait prendre le pouvoir a refusé parce qu'il a subi des pressions et les gens sont en train de faire des micmacs pour peut-être faire mes bases sur le pouvoir parce que pendant les 2 mois avant le scrutin, le président doit démissionner. Pour revenir au sujet, je dis, c'était pas une raison d'imposer Mohamed Déby. Et Macron s'est rendu compte que ça l'a rattrapé son attitude au Tchad. Par la suite, parce qu'après, il y a eu une série de coups d'État au Mali, en Guinée et au Niger, l'attitude qu'il a n'est pas l'attitude acceptable. Même les diplomates français lui ont fait la leçon. Quand vous signez les accords, vous ne signez pas avec le président élu, vous signez avec le pays. Donc c'est pourquoi quand vous expliquez, on signe avec un pays, même si c'est un pays présidé par quelqu'un à un moment T, mais il peut y avoir changement de régime. Je pense qu'aujourd'hui... ça reste dans cette continuité de l'État d'ailleurs. Absolument. Bazoum, je pense que c'est une page tournée. Il faut que les Français se mettent cela dans la tête. Parce que vouloir imposer son retour, c'est quasiment impossible parce que son retour, c'est ouvrir la boîte de Pandore parce que c'est une vengeance à n'en plus finir. Il faut essayer de négocier une transition la plus courte possible parce qu'aussi là-bas, vraiment, il n'y a pas beaucoup de réformes à faire. Donc, le problème au Niger, c'est quoi? C'est parce qu'à un certain moment, on a verrouillé, c'est un régime certes démocratique, mais ils ont verrouillé pour empêcher le principal opposant Amadou d'être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il est rentré au pays récemment. Voilà, et c'est ça qu'il ne faut jamais faire dans une démocratie. Il faut laisser le libre arbitre à tous ces gens qui peuvent candidater, d'être candidats. Et quand vous restreignez, comme ils l'ont fait au Mali, on ne sait pas où ça peut mener plus tard. Et je pense que Macron doit essayer, parce que là vraiment c'est ridicule son histoire avec son ambassadeur, parce qu'aujourd'hui il y a un blocus. Et nous restons d'ailleurs sur ce point, l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, ont été retirés par les autorités nigérianes qui lui ont d'ailleurs notifié, qui l'ont notifié à Paris et lui ont demandé d'ailleurs de quitter le pays, mais les autorités françaises en tout cas qui l'ont envoyé au Niger lui demandent de rester également. Mais rester dans ces conditions-là. D'ailleurs il est considéré par ces autorités de la transition comme une autorité clandestine actuellement puisqu'ils lui ont retiré aujourd'hui son immunité et tout. Comment aujourd'hui les relations sont arrivées là aujourd'hui, les relations entre la France et le Niger? L'on se rappelle en tout cas des bons rapports qui existaient sous Bazoum et même ses prédécesseurs entre ces deux pays. Oui, Bazoum et Issoufou avant étaient considérés comme des pions de la France. Quand le président qui est là est considéré comme un pion de la France, oui, naturellement les relations sont huilées. Mais comme là, c'est des militaires qui ont pris le pouvoir et s'inscrivent dans la même dynamique que leurs frères d'armes au Mali voisin, au Burkina, qui ne portent pas la France dans leur cœur, vous pouvez imaginer que le désamour va s'installer très vite. Donc Macron doit savoir que aujourd'hui,
ce qui lui reste de ce qu'on appelait la France-Afrique, même s'ils disent que ça n'existe plus, mais réellement par rapport à son comportement, sa condescendance, son paternalisme, c'est comme si on était du temps de Jacques Foccart. Donc il faut revenir à la raison, savoir que les choses ont changé en Afrique. Et c'est très dommage que Macron, par exemple, qui avait semblé comprendre qu'il y a beaucoup de changements en Afrique et qui avait convié des jeunes à la place de nos chefs d'État à Montpellier, oui, pour un sommet qui devait être marquer un nouveau départ, et qu'il retombe dans les mêmes travers que quelqu'un du temps du régime, comme quand Jacques Foccart faisait la pluie et le bon temps en tant que le monsieur France-Afrique. Aujourd'hui, il faut que Macron puisse vraiment revenir à la raison, parce que forcément il va perdre le terrain au Niger, parce que c'est ça la réelle politique aujourd'hui, mais il ne doit pas autant perdre la face, parce que son ambassadeur tel qu'il est traité actuellement, la base militaire française qui a été encerclée, on a vu une série de manifestations pendant pratiquement 72 heures, donc il faut négocier une bonne sortie quand même pour son ambassadeur et pour les militaires qui sont restés. Négocier une sortie honorable. Et Ibrahima Kamara, on constate le même scénario aujourd'hui dans ces pays où le pouvoir a été pris par des militaires, que ce soit au Mali, au Burkina et dernièrement au Niger. On a d'abord vu des relations tendues entre la France et ses autorités de la transition là. Ensuite, les accords militaires remis en cause, après des autorités militaires même qui ont été invités à quitter le pays, que ce soit au Burkina ou au Mali, ou bien même les autorités, l'ambassadeur ou d'autres autorités françaises également invitées à quitter ces pays. Comment en sont arrivés ces pays aujourd'hui à cette position de méfiance vis-à-vis aujourd'hui de cet ancien partenaire, ou bien de ce partenaire-là qui est la France? Mais c'est le contexte sécuritaire qui est à la base de tout cela, puisque tout le monde connaît aujourd'hui le principal problème du Sahel, c'est l'insécurité qu'ils sont en train de vivre. Et donc le Mali a longtemps accusé la France d'être derrière les djihadistes ou alors les indépendantistes de l'Azawad. Ces groupes terroristes. Voilà. Donc l'attitude de la France était incompréhensible de la part de leurs alliés du Mali. Et donc leur révolte des militaires, c'est parti de là. Bon, à un moment donné, ils ont senti le désir de couper le cordon avec la France et de s'allier avec la Russie. Aujourd'hui, ils sont mieux à l'aise avec la Russie qu'avec la France. Maintenant, mais Ibrahima, est-ce s'affranchir aujourd'hui que de rompre ses relations avec un tel pays pour aller s'allier avec un autre? Oui, mais vous savez, Thior le disait tout à l'heure, c'est-à-dire, à mon avis, Macron est aussi victime d'une certaine arrogance qu'il a quand même nourri entre lui et ces pays du Sahel. Vous vous souvenez de la rencontre de Pau qu'il avait organisée en convoquant les chefs d'État pour leur demander leur avis sur si oui, la France devrait rester au Sahel ou pas. Donc ce sont autant d'attitudes qui ont frustré beaucoup d'Africains de manière générale. Et donc, la tension était là, et les militaires, quand ils ont réussi à prendre le pouvoir, ils ont tout de suite demandé à la France de quitter pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre leur destin en main et gérer leur propre sécurité. Ça se comprend d'une part. Par ailleurs, si dans le contexte international, les enjeux sont à un autre niveau, car la Russie aussi est en train de se positionner et veut coûte que coûte bousculer la France hors du continent africain. Et ça arrange la Russie. Donc, d'une part, il y a les tractations de Poutine qui ne dit pas son nom. Donc, les pays africains veulent coûte que coûte quitter la France pour s'allier avec la Russie. Ce sont autant d'enjeux qui quand même met la France dans une position inconfortable, et malheureusement la France une forme de guerre géopolitique qui se mène sur le continent africain. La CEDEAO qui à un moment donné semblait être en phase avec la France pour déboulonner de gré ou de force la junte afin de remettre Bazoum sur son siège de président de la République. Bon,
on ne sait pas où en sont-ils, mais si cela est vrai et que si c'est avéré, la junte est en train d'accuser la France de fournir quand même des... Et on reste même sur ce point parce que les autorités de la transition au Niger estiment aujourd'hui que la CEDEAO n'a pas encore abandonné ce projet d'intervention militaire. D'ailleurs, ces autorités du CNSP accusent aujourd'hui la France de vouloir déployer présentement des forces dans des pays ouest-africains voisins pour une éventuelle intervention militaire. D'ailleurs, ces autorités ont même remis en cause également un accord militaire qui les lié avec le Bénin voisin, puisqu'ils accusent également le Bénin d'avoir accepté en tout cas ce déploiement-là dans son pays. Mais je précise que cette information ou bien ces accusations-là des autorités de la transition au Niger ont été démenties aussi par les autorités françaises. Mais Thior, sur ce point-là par exemple, n'a-t-il pas lieu aujourd'hui pour les autorités du CNSP de privilégier aujourd'hui la diplomatie de bon voisinage? On peut comprendre peut-être les différends entre le Niger et la France, mais aujourd'hui se mettre à dos également un pays comme le Bénin, un pays comme le Nigeria et autres, n'y a-t-il pas lieu également pour éviter de s'isoler, de davantage prôner cette diplomatie de bon voisinage? Tu as d'autant plus raison qu'au départ de la crise, Talon a été choisi comme médiateur. Malheureusement, après, il n'est pas parti. Quand il y a eu le coup d'État, le président du Niger, le président de CEDEAO, avait choisi Patrice Talon pour aller rapidement à Niamey. Et je pense que là, c'est là où la CEDEAO a échoué. Parce que s'ils avaient réussi à... Certes, c'est un coup d'État, on ne sait pas dans quelle situation, et les gens apparemment ne voulaient pas qu'ils viennent d'Artar, mais il fallait vraiment privilégier cette piste-là et aller parler avec ces putschistes pour voir ce que ça peut donner. Parce que là, menacer d'intervenir, je pense que plus nous avançons, plus ça va être difficile pour la CEDEAO d'intervenir. Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être que l'attitude de la France actuelle dans la provocation, c'est vraiment de provoquer une étincelle pour créer un conflit qui permettra aux militaires français d'intervenir et par ricochet, les troupes de la CEDEAO peuvent venir en renfort. Est-ce que cela ne risque pas d'aggraver la situation si l'on sait que deux autres pays considèrent que toute attaque au Niger sera considérée comme une attaque aujourd'hui à leur rencontre, à savoir le Burkina et le Mali? Oui, les frères d'armes du Burkina et du Mali ont fort à faire aussi dans leur pays. Je pense qu'il faut d'abord qu'ils s'occupent du péril terroriste dans leurs pays respectifs parce que souvent les nouvelles qui viennent de ces pays-là ne sont pas rassurantes. Avant d'aller prêter main forte aux voisins, il faut d'abord s'occuper d'abord de sa case qui brûle. Mais je pense que, comme vous avez dit... Mais si une intervention militaire aujourd'hui réussit au Niger pour faire partir des autorités militaires de transition, cela serait d'autant plus risqué également pour ces autorités dans ces pays. Solidarité de corps. Mais je pense qu'il faut que qu'on privilégie la voie diplomatique. Et se mettre dans la tête, la CEDEAO doit se mettre dans la tête que Bazoum, c'est terminé. Donc, négocier la transition la plus courte possible. D'autant plus que je le rappelais, il y a eu des cas comme ça. Parce que en 1996, le général Ibrahim Baré Maïnassara, à l'époque, la démocratie nigérienne était balbutiante et il y avait un conflit entre le Premier ministre et le président de la République. Donc, c'était Ama Amadou qui est devenu le principal opposant et Maman Ousmane. Donc, le conflit était tel que les militaires ont dû intervenir pour mettre fin à ce processus naissant. Barré a pris le pouvoir, il a pris goût au pouvoir, il a voulu s'accaparer du pouvoir. Il a fallu qu'en 1999, un coup d'État de Daouda Malamanké pour remettre les civils, juste un an après, une transition rapide de 18 mois. Baré Maïnassa a été tué sur le coup. Et là, on a connu la même chose aussi avec Salih Djibo à la fin, quand Mamadou Tandia a voulu forcer un troisième mandat, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ils sont intervenus et une transition courte. Donc le Niger est habitué à ça. Donc la CEDEAO sait par quelle porte ou comment s'y prendre pour vraiment ne pas perdre la face. Parce qu'un conflit n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO. Tous nos pays, Sénégal et les autres, Côte d'Ivoire, qui vont mobiliser des troupes pour aller se battre contre un pays frère. Même si c'est un coup d'État, il faut condamner. Mais aussi, ce qui est à l'origine de ce coup d'État-là, il faut condamner. Et c'est là où les gens critiquent la CEDEAO. Quand on piétine la démocratie, ils sont là à rester spectatrices. Et quand, il y a les conséquences, là, ils veulent venir jouer au sapeur-pompier alors que c'est trop tard.
Un appel qu'il est souvent lancé en tout cas à la CEDEAO par rapport à ce que ces observateurs et autres populations en tout cas qualifient souvent de coup d'État constitutionnel ou de coup d'État à la démocratie également. Et Camara, le Premier ministre de la Transition, Ali Mohamed Zen, a affirmé que les forces françaises sont dans une position d'illégalité au Niger et a estimé que les échanges sont en cours et devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de leur pays. Mais pour le président français Emmanuel Macron, une partie, voilà, ils vont faire retirer une partie aujourd'hui de ces 1500 soldats qui sont installés aujourd'hui au Niger. Mais pour le président aujourd'hui français, ce retrait ne se fera que sur la demande du président Bazoum et avec la coordination de celui-ci, alors que ce président est déchu et entre les mains aujourd'hui de ces militaires-là. Quelle issue donc dans ce bras de fer entre Paris et Niamey? C'est que Bazoum ne fera jamais, c'est ce que je disais, ils sont dans la provocation. Et donc la France... Donc quelle issue à ce bras de fer? Ce sera très compliqué, que Dieu nous en garde, mais la France veut coûte que coûte passer à un forcing, à un conflit qui sera vraiment regrettable une fois de plus, parce que Mais n'est-ce pas, est-ce que cela ne pourrait pas être aussi une façon d'amener ces militaires au pouvoir également à négocier, c'est-à-dire à négocier les intérêts de la France et les intérêts aujourd'hui de ces autorités au Niger pour arriver à un consensus? On a l'impression que la France n'est pas totalement dans cette disposition, puisque Emmanuel Macron est souvent dans une position de dire oui, si je ne vous reconnais pas, je reconnais Bazoum. Voilà, donc si aux yeux du gouvernement français, ces putschistes ne sont pas légitimes, avec qui ils vont négocier? Avec Bazoum. Donc vous voyez que le problème est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et donc s'il y a confrontation aussi, ça ne va pas du tout arranger la France, car ce qui est sûr, l'Hexagone ou alors les citoyens français vont se soulever, ça j'en suis certain. Et déjà il y a des voix discordantes qui se font entendre, qui sont complètement contre la position d'Emmanuel Macron par rapport à cette histoire de putsch. Et on reste même sur ce point-là. Mamoudou Thior, pourtant des négociations avaient été entamées à un niveau opérationnel entre le commandant des forces françaises au Sahel, qui est basé à Zinder, et l'actuel chef d'état-major général des armées nigériennes. Les discussions semblaient même en bonne voie aujourd'hui pour une réduction des effectifs de ces forces françaises au Sahel. C'est à la suite de cela, même à la suite de ces négociations sur le plan opérationnel entre militaires, c'est-à-dire le commandant des forces françaises et le chef d'état-major des armées nigériennes, c'est à la suite de leur rencontre qu'il y a eu cette sortie du Premier ministre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps aujourd'hui pour créer ce quiproquo? En fait, c'est une initiative locale. Donc, vous avez dit, le chef des militaires basé à Zender. Donc, peut-être en haut, il y a eu un désaveu par rapport à cette initiative qui pourtant allait dans le bon sens. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous tissez un relationnel qui fait de sorte que vous pouvez arriver à peut-être décanter certaines situations. Je pense que ça allait dans le bon sens parce qu'on a vu un peu les résultats que ça a eu. Mais Macron, qui est le chef... Mais est-ce que le commandant aujourd'hui des forces françaises au Sahel pouvait entamer ces négociations avec le chef d'état-major sans aujourd'hui l'aval de sa hiérarchie? Oui, c'est tout à fait possible dans le contexte où il y a une certaine animosité. Il peut les informer peut-être après coup. Parce qu'aussi, à un certain moment, cette hostilité, même envers les militaires français, n'allait pas dans la bonne direction. Et quand on voit un peu l'encerclement de la base militaire qui était à Niamey, vraiment, il y avait de quoi avoir peur. Parce qu'à un certain moment, les militaires, ils ont la cachette facile, c'est pas comme des policiers ou des gendarmes. Donc, et ça, on a vu, par exemple, au Tchad, récemment, le cas de ce Français-là qui a tué un Tchadien. C'est des épisodes qui peuvent tout de suite vraiment envenimer les relations entre pays. Vous avez beau avoir de bonnes relations, mais la France doit comprendre que même dans les pays où supposés peut-être plus proches de la France, comme le Sénégal, les choses sont en train de changer. Et il faut s'adapter à cette donne-là. Ce n'est plus comme il y a 15 ans où on peut tout se permettre. L'uranium, le prix auquel il s'acquérait l'uranium, c'est un vil prix. Donc là, les nouvelles autorités ici du putsch
la France doit négocier pour vraiment acheter l'uranium à un prix raisonnable qui va profiter aux Nigériens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont dans l'obscurité, les gens exportent l'uranium en France et à la France, il n'y a pas un problème d'obscurité. Et là, temporairement, d'ailleurs, l'entreprise française Oremo a suspendu ses activités présentement au Niger, surtout au vu de la situation actuellement dans le pays. Et Ibrahima Kamara, quel rôle ou bien quelle attitude de la CEDEAO, la communauté économique régionale, face à cette situation aujourd'hui notée au Niger, à savoir l'appel à un retour à l'ordre constitutionnel, les relations diplomatiques tendues et les exigences également de cette communauté vis-à-vis des autorités de la transition? Quelle attitude ou bien quelle posture de la CEDEAO face à cette situation-là? Malheureusement, la CEDEAO est divisée, puisqu'il y a certains pays qui ne sont pas d'accord avec la position de la CEDEAO. Et donc, comme le disait tantôt Thior, je crois qu'ils ont raté le coche dès le départ. La CEDEAO devrait quand même apaiser la tension depuis le début et essayer de trouver une issue diplomatique. Mais ils ont tout de suite voulu faire du forcing, avec une intervention militaire, ce qui n'a pas été apprécié. Mais jusque-là, le président nigérian Tinubu fait savoir que la voie diplomatique est encore privilégiée et que l'intervention militaire ne sera qu'un dernier recours. Ils sont en attente. Maintenant, la CEDEAO peut néanmoins jouer le rôle de médiateur entre les putschistes et la France dans un premier temps. Ensuite, essayer de voir comme ils l'ont fait dans les autres pays de la sous-région, à savoir la Guinée ou le Mali ou le Burkina, essayer de voir quelle issue ils peuvent trouver pour une bonne transition. Parce que dans tous les cas, ils se retrouveront tôt ou tard autour d'une même table pour discuter, pour trouver une issue diplomatique. Dans tous les cas, même s'il y a une intervention militaire, tôt ou tard, ils vont finir par cette option-là. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. Il faut commencer par là et essayer de trouver une issue heureuse au lieu de s'entêter à vouloir coûte que coûte déloger les putschistes et faire revenir Bazoum, ce qui ne sera pas évident. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, même les plus grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Et Thior, selon vous, y a-t-il possibilité aujourd'hui d'arriver à un retour à la normale des relations entre le Niger et la France? Et si oui, comment? Oui, je pense qu'il faut que des présidents comme Macky Sall, comme Ouattara, qui ont de bonnes relations avec Macron, essaient de tisser un couloir de discussion avec les nouvelles autorités et se mettre dans la tête que Bazoum c'est fini. Parce que aussi, ce qui risque de se passer, c'est que s'ils font le forcing, ils mettent en péril la vie de Bazoum. Bazoum est entre leurs mains, ils sont capables de le tuer s'ils sont coincés. Donc il faut faire, la priorité c'est la libération de Bazoum d'abord et négocier la transition la plus courte possible. Mais je pense que de manière générale, la France doit comprendre que les choses ont changé et que sa présence n'est plus nécessaire 63 ans pour la plupart après nos indépendances. Des bases militaires dans nos pays, c'est révolu. Nous avons des armées aguerries qui sont capables de nous défendre, sinon ça ne sert à rien de leur payer à ne rien faire. Donc il faut que la France comprenne cela. Les bases militaires, je pense qu'ils sont même d'accord que Barkhane, c'était une grossière erreur. Ils sont arrivés à les stratèges militaires parce que ça n'a pas produit l'effet escompté. Revoir les relations aujourd'hui, surtout les accords militaires entre la France et aujourd'hui ses partenaires ouest-africains, et arriver à une transition la plus courte dans ce pays-là qu'est le Niger. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Thior. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vos téléspectateurs. Je vous en prie. Merci également à M. Ibrahima Kamara, journaliste également spécialisé en relations internationales. Merci encore Ibrahima d'avoir été avec nous. Merci à vous Daouda. Merci aux téléspectateurs. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.